Continuons avec la question 13. Quel est le rôle du cabinet fantôme en Grande-Bretagne? Donc, c'est quoi le cabinet fantôme? Tout d'abord, c'est un cabinet qui existe officieusement. Ça, c'est pas un cabinet officiel, il n'est pas en place, il n'exerce pas les fonctions d'un cabinet, mais c'est un cabinet fantôme à existence non officielle. Il est formé par l'opposition. Il est appelé en anglais shadow cabinet, حكومة الظل en arabe. Donc, l'opposition, assumant son rôle de contrôle sur le cabinet en place, forme ce qu'on appelle le cabinet fantôme. C'est-à-dire, il y a un ministre de l'Intérieur dans l'opposition. Donc, c'est pas un vrai ministre, c'est un ministre c'est un parlementaire, c'est un membre du Parlement, mais son rôle est de contrôler et de faire le suivi des actes faits par son homologue en place, le vrai ministre de l'Intérieur. De même, un ministre de Santé, un ministre de Jeunesse de Sport, un ministre des Affaires étrangères, un ministre des Affaires économiques, etc. Donc, au Parlement, au sein de l'opposition, on trouve un vrai gouvernement qui est chargé de contrôler, de faire le suivi des actes accomplis par leurs homologues en place. Donc, c'est ça le rôle du cabinet fantôme. Du même, le leader de l'opposition est un premier ministre fantôme. Il est le chef de ce cabinet fantôme. En fait, le chef de l'opposition, on le compte en Grande-Bretagne comme un poste officiel. C'est le chef de l'opposition. Il est rémunéré suite à ce poste, c'est-à-dire son existence dans ce poste lui permet d'être rémunéré. Il est consulté à propos des affaires stratégiques importantes par le Premier ministre réel, le Premier ministre en place. Il est consulté. Donc sa présence est une présence officielle comme chef de l'opposition, même en ce qui concerne les actes de la reine, les événements de protocole, les événements de nomination, par exemple. Donc, c'est un rôle qui est important, un rôle politique, une existence officielle du poste du chef de l'opposition, et du même pour les ministres appartenant au shadow cabinet, qui appartiennent à l'opposition. Donc vous voyez qu'en Grande-Bretagne, pour rendre le contrôle du cabinet en place plus en plus sévère, on nomme des ministres qui vont être spécialisés de contrôler leurs homologues. Ils sont chargés de faire un suivi très sévère des actes de leurs homologues, et dès qu'il y a des dépassements ou des déviations, des insatisfactions au point de vue politique, donc ça pourrait être invoqué au sein du Parlement, débattu au sein du Parlement, etc. Donc le rôle du cabinet fantôme est un rôle important, surtout, notamment en matière de contrôle du cabinet, du vrai cabinet, du cabinet en place qui exerce vraiment ses fonctions au sein du gouvernement britannique. Question 14. Est-ce que le président français est responsable politiquement? Justifié. Alors, dans un régime mixte comme le régime français, et en fait, dans presque tous les États, on ne peut pas trouver un chef d'État
un président ou un roi qui est responsable politiquement. Les présidents ne sont pas responsables politiquement. Ça, c'est en général. Le président français également, il n'est pas responsable politiquement. Cette irresponsabilité politique vient du fait que les présidents, un président quelconque, est à l'origine un roi, parce que dans les régimes libéraux, qui ont connu une évolution historique, qui se sont transformés de monarchie en république, on estime que le chef de l'État, qui est un président, doit avoir un aspect soutenu, politiquement et protocolairement parlant. Donc cet aspect soutenu produit le fait que ce président-là ne pourrait être responsable politiquement. En France, on considère que le président a été à l'origine un roi. Donc, si vous voulez, c'est un successeur du roi qui ne pourrait être responsable politiquement. Et si on dit que le président français est élu directement par le peuple français, il est élu directement par le peuple français. Donc, c'est un représentant du peuple. Et il a des pouvoirs importants. Et puisqu'il est à l'origine un roi, il ne peut être responsable politiquement, il est irresponsable. Cependant, le président français, comme son homologue américain, est responsable pénalement. En France, on parle de la haute trahison. La haute trahison. Ce crime, en fait, il est mal défini dans la Constitution française. Il n'est même pas défini. Même le droit pénal français ne définit pas qu'est-ce que ça veut dire la haute trahison d'un président en France. Son existence est théorique parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas utilisé cette procédure de responsabilité pénale du président français. Donc, s'agit-il d'une responsabilité politique? Parce qu'il y a un débat à ce propos en France, mais la plupart des juristes vont dans le sens à considérer que la haute trahison est une responsabilité pénale et non pas politique. Alors, le président français, il est irresponsable politiquement, il peut cependant être responsable pénalement selon la procédure de la haute trahison. Ce crime, il est mal défini, il n'est pas clairement défini, et la pratique nous a rien montré jusqu'à maintenant. La procédure n'a pas été mise en œuvre jusqu'au nos jours. Question 15. Citez les principales prérogatives du Sénat américain. Alors, les prérogatives du Sénat américain. Il s'agit ici d'une limitation du pouvoir présidentiel. Chacune des deux chambres aux États-Unis dispose des prérogatives. Un plus vis-à-vis, si on la comparant avec l'autre chambre, un plus dont dispose cette chambre-là, c'est pas au détriment, mais en la comparant avec l'autre chambre. Par exemple, vous avez ces prérogatives, bien sûr, sur le support. Je peux citer l'exemple que ce qui préside le Sénat aux États-Unis, c'est le vice-président, par force de loi. Comme on dit en arabe. Donc, par force de loi, le vice-président américain
il est en même temps le président du Sénat. Son rôle ne peut être important qu'au cas de l'égalité des voix. C'est la situation actuelle qui existe aux États-Unis, au Sénat des États-Unis d'Amérique. Il y a 50, il est formé de 100 membres, 50 républicains, 50 démocrates. La vice-président Kamala Harris est en même temps la présidente du Sénat. Il y a des grandes probabilités qu'il ait avoir une égalité entre les voix. Dans ce cas-là, le rôle du vice-président est très important parce qu'il va, si vous voulez, définir la majorité. C'est lui qui va constituer la majorité des voix, parce que sa voix, dans ce cas-là, c'est un plus 1, 50 plus 1. Alors, les autres prérogatives. Le Sénat ratifie les traités. Les traités, bien sûr, aux États-Unis d'Amérique, il y a ce qu'on appelle des Executive Agreements. Ce sont des traités en forme simplifiée qui ne peuvent que être signés par le président, par le seul président. Mais il y a d'autres traités qui sont plus importants, qui doivent avoir la ratification du Sénat. Donc, c'est le Sénat qui ratifie ces traités. Le Sénat également donne son autorisation pour la nomination d'un grand nombre de fonctionnaires fédéraux. Donc, commençons par le secrétaire d'État. Le secrétaire d'État, une fois choisi par le président, qui nomme, bien sûr, ce secrétaire d'État, il peut le révoquer librement. Une fois nommé, chacun de ces secrétaires d'État doit avoir l'autorisation du Sénat pour être nommé à sa place. La nomination du président des directeurs des agences fédérales, comme la NASA, le Federal Bureau of Investigation, le FBI, la CIA, the National Reconnaissance Office, et plusieurs agences fédérales. Il y en a un nombre indéterminé parce qu'ils sont créés par un presidential order. Donc le président qui vient peut créer une agence fédérale par une simple décision. Donc les directeurs de ces agences fédérales sont nommés ou choisis par le président. Ils ne peuvent être nommés par lui qu'après une autorisation du Sénat. Le Sénat, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il fouille dans le passé de cette personne, leur carrière, leurs compétences, leurs relations, même leur famille. Donc, il fait une enquête profonde sur ces personnes et voir est-ce qu'ils sont aptes pour acquérir ce poste-là ou non. Également, le Sénat donne l'autorisation de nomination des juges de la Cour suprême. Donc, les juges sont nommés par le président, il ne peut les révoquer, ils sont nommés à vie, mais pour être vraiment nommés, ils doivent avoir l'autorisation du Sénat. Une autre prérogative du Sénat, c'est le vote de la destitution pénale du président. Donc, la mise en œuvre de la responsabilité pénale, du président, elle est faite par le Sénat qui se transforme dans ce cas-là à une cour qui va juger est-ce que le président pourrait être condamné, est-ce qu'il est condamné, donc la condamnation devrait être faite par un vote des 2 tiers des membres du Sénat.
Donc, la Chambre des représentants n'a pas cette aptitude d'accuser le président de trancher sur l'impeachment, mais c'est le Sénat qui a ce privilège, cette autorité. Question 16. Quelles sont les principales prérogatives de la Chambre des représentants du Congrès américain? Et donc, ça tombe bien, parler de la Chambre des représentants. Donc, certaines prérogatives de la Chambre des représentants. La Chambre des représentants représente le peuple américain et non pas les États fédérés. Elle vote les lois, elle a les mêmes compétences en matière législative. Elle contrôle l'exécutif comme le Sénat, il dispose des commissions d'enquête, des commissions permanentes, des commissions d'enquête, etc. Mais ces prérogatives sont différentes que celles du Sénat. Par exemple, lors des élections du président américain, qui élit le président américain? Bien sûr, pratiquement c'est le peuple, mais juridiquement c'est le collège électoral, ou ce qu'on appelle les grands électeurs, qui sont au nombre de 538. Si aucune majorité n'est dégagée du vote des grands électeurs, c'est-à-dire il y a une égalité de voix, qui va trancher? C'est la Chambre des représentants, qui va élire le président des États-Unis. Ok? Donc ça, c'est une prérogative. La Chambre des représentants également, c'est elle qui a l'initiative de la révision constitutionnelle ou l'ajout d'amendements constitutionnels. Donc, c'est parce qu'elle représente le peuple d'une manière proportionnelle. Alors, la Chambre des représentants dispose de cette qualité de proposer et voter une réforme, une révision constitutionnelle. La Chambre des représentants peut proposer l'impeachment. C'est pas le Sénat qui va proposer l'impeachment, mais c'est la Chambre des représentants. Dès qu'elle remarque que le président américain a commis un crime, un délit grave, etc., donc c'est la Chambre des représentants qui va entamer la procédure de l'impeachment, comme se passe actuellement. Alors, ce sont en général les prérogatives de la Chambre des représentants.